Madame, bienvenue, monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. C'est un autre débat qui va nous entraîner dans une question récurrente, mais une question qui fait couler aussi beaucoup d'encre et de salive au regard de ce que cela a comme impact finalement sur les épargnants, mais aussi sur les actionnaires. On va porter un regard au cours de cette édition du débat sur votre chaîne préférée d'information en continu, un regard sur la restructuration et même peut-être les cas de liquidation dans le secteur bancaire dans notre pays, des situations qui amènent beaucoup de controverses, difficiles à cerner, à comprendre, au regard d'un certain nombre d'éléments qui finalement font penser à des zones d'ombre dont on a difficulté, on a difficilement des éléments de réponse. Voilà donc pour l'essentiel, la thématique qui va guider ce débat. Merci une fois de plus de nous prêter votre attention. Et pour en parler, deux invités dans ce studio. Nous commençons par notre consultant expert, Elie Smith, qui est journaliste, spécialisé aussi dans les questions économiques et financières. Elie, merci d'être là pour cet autre rendez-vous du débat sur la chaîne bleue. Merci beaucoup et bonne journée ou bon après-midi à nos téléspectateurs. Voilà, avec beaucoup de plaisir, nous serons en compagnie d'Elie Smith. Nous espérons pouvoir avoir la pertinence et, n'est-ce pas, la régularité de ces analyses autour de cette question. Les restructurations bancaires chez nous, ou n'est-ce pas, les liquidations bancaires chez nous, les zones d'ombre seront l'objet de notre intérêt. Comment comprendre finalement ce qui se passe autour de ces options-là? Comment comprendre finalement pourquoi ces options sont prises et l'objectif et les missions assignées finalement à ces options-là. Et nous aurons dans ce studio un des acteurs, véritable acteur d'un de ces processus. Chez nous, il s'agit bien évidemment de M. Georges Messoane Medjoué. Il est un actionnaire, des actionnaires qui se plaignent beaucoup dans cette affaire Cofines, qui est un des cas illustratifs, n'est-ce pas, de cette situation chez nous. On va lui dire merci aussi d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci et bonsoir, Christian. Voilà, alors, cher monsieur, nous allons essayer au cours, n'est-ce pas, des 40 prochaines minutes de nous intéresser à la question à travers un certain nombre de préoccupations. D'abord, pour revenir à cette question, Elie Smith, vous avez le regard porté sur les questions économiques et le secteur bancaire est autant sensible, n'est-ce pas, qu'important dans la vie d'une économie nationale. Ça vous inspire quoi d'imaginer qu'une institution financière, bancaire notamment, est en passe de liquidation ou en restructuration? Qu'est-ce que cela vous inspire dans la perception économique même de cet outil? Ça donne une très mauvaise signe, parce que quand il y a une restructuration d'une banque, ça montre premièrement l'autorité de régularisation nationale n'a pas bien fait son travail. Et ça se montre parce que la plupart du temps, dans nos pays, on a des problèmes de fausses statistiques et puis de complaisance que les institutions bancaires ont avec aussi les autorités politiques. On a ce problème, pas uniquement dans le secteur bancaire, on trouve cette même situation dans le secteur de l'assurance. Moi, j'ai fait par exemple une enquête dernièrement dans le secteur de microfinance. J'ai été quand même surpris que quand vous arrivez là-bas, souvent, les comptes sont fausses. Ceux qui doivent gérer les banques ou les institutions de microfinance, d'abord, la COBAC demande qu'au moins, ils doivent avoir un diplôme en finance. La plupart du temps, ceux qui gèrent n'ont aucun diplôme. C'est souvent d'autres personnes qui le font. Et le pire, c'est que les chiffres qu'ils donnent souvent en termes de capitalisation sont fausses. Ils transforment un système des tontines en un truc national. Qu'est-ce qu'on fait? Que, par exemple, quand la COBAC va venir pour vérifier les comptes de la microfinance ou banque de M. Medjo, c'est ça? Tout le monde aujourd'hui prend l'argent, on vient mettre dans son compte. Et on regarde, on dit que oui, il a 3 milliards. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et ça se fait avec la complicité de nos ministères des Affaires, de nos ministères des Finances. Et ce qui est dangereux, c'est que ça met en mal la population, en particulier quand c'est les couches comme la microfinance, qui est une population vulnérable. Donc, pour moi, quand il y a cette restructuration, ce n'est pas un bon signe pour notre économie. Alors, on va peut-être revenir à M. Medjo dans un instant. Mais je voudrais quand même, avec vous, rester sur cette, on va dire, cette perception d'une difficulté dans une éventuelle restructuration. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, qu'en amont, les dés sont pipés, au-delà peut-être du fonctionnement qui entraîne ces inquiétudes que vous développez là? Est-ce que l'établissement de ces institutions financières ne fait déjà pas, dans leur essence même, problème, auquel cas la responsabilité devrait être cherchée ailleurs?
Oui, ça fait déjà problème, mais je pense que quand on regarde les textes, tout est bien fait. Par exemple, sur le cas des sociétés de microfinance, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, 3 catégories de microfinance. Parce qu'on le fait, parce qu'on veut répondre à la demande des clients. Ça a comment en anglais on appelle target, des personnalités ou des groupes, les cibles différents. Mais le problème est que quand vous regardez les textes sont bien faits, mais c'est maintenant l'application sur le terrain. Il y a une certaine l'État est complaisant. L'État est complaisant parce que à la décharge de l'État, qui n'est pas souvent bien, est que pour lutter contre le chômage entre guillemets, on permet et on laisse à tout le monde d'avoir une certaine agrément sans voir si ces gens qui ont les agréments respectent les normes étiquetées ou ordonnées par la COBAC. Voilà le problème qui se passe. Et le danger est que quand on le fait, est que maintenant les individus eux-mêmes qui gèrent ces problèmes de microfinance, on ne prend pas souvent le temps de regarder faire une certaine enquête morale pour savoir si M. Eli ou M. Christian Dobor mérite d'avoir une certaine microfinance ou gérer une institution financière. Voilà un peu les difficultés que nous avions aujourd'hui dans notre secteur et que si le gouvernement est sérieux, elle doit prendre le temps. Et si vous allez vous rencontrer, vous verrez qu'à chaque année, il y a un certain nombre de sociétés de microfinance et des banques, en particulier la microfinance, qui sont déclarées inopérants. Mais on découvre qu'on change de nom. Si aujourd'hui il s'appelait, par exemple, Cofinex, demain il peut s'appeler Mayo ou quelque chose comme ça. Et ça devient très problématique. Alors, mon cher Georges Messoane Medjoué, on a forcément évoqué le nom Cofinex, vous en êtes un des actionnaires. Mais avant d'arriver sur les problèmes liés à ces liquidations, moi je voudrais avec vous qu'on revienne quand même sur la mise en place, n'est-ce pas, de ces microfinances. On va peut-être évoquer aussi le cas de quelques institutions bancaires de catégories reconnues. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre cas aujourd'hui, que la constitution d'une microfinance comme celle de Cofines a respecté les règles de l'art et qu'on n'a pas eu tromperie sur la marchandise dès le départ? Non. De plus en plus, l'obtention de l'agrément d'un établissement de microfinance obéit à une réglementation. C'est-à-dire que la réglementation de la COBAC, ça veut dire que vous décidez de créer un établissement de microfinance, vous déposez votre dossier au ministère des Finances, qui est donc l'autorité monétaire nationale, qui transmet à la COBAC pour avis, et à la suite de cet avis, le ministère des Finances vous délivre donc son agrément. C'est un peu ça. Et nous, au niveau de Cofines, par exemple, cela a été respecté. Je voudrais quand même, parce qu'il n'y a pas de Cofines tout à l'heure, là, il faut très rapidement que je vous fasse un peu la situation de la Cofines. Non, on reviendra peut-être sur cette situation. Bon, là, je voudrais d'abord qu'on soit un peu fixé en réalité, de plus en sur plus, les règles de l'art. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans ce maillage-là, on pourrait avoir quand même des complaisances qui amènent à avoir des agréments? Il est difficile que l'obtention d'un agrément soit complaisant, parce qu'il y a des exigences. Par exemple, comme il disait tout à l'heure, là, c'est là depuis plusieurs années. Y a-t-il pas des moyens de voyer ces exigences-là? On exige des fonds. Mais qu'est-ce qui peut donc, souvent, vous justifier le fait que très vite, souvent, ces structures, ce n'est pas peut-être le cas de Cofinex, hein, ces structures qu'on dit établies dans les règles de l'art, qui ont eu des agréments et solidement peut-être représentés, finissent par faire faillite ou alors faire banqueroute aussi vite qu'elles sont nées? Oui, ça dépend des gestionnaires. Parce qu'il y a exigence que... Il y a 3 types d'agréments qu'on donne à qu'on donne. Il y a l'agrément de l'établissement de microfinance. Il y a l'agrément du commissaire au compte qui est aussi qui est donné. Et il y a les agréments personnels pour les dirigeants. On exige que le directeur et le directeur général adjoint soient diplômés, soit qualifiés, et au moins 5 ans d'expérience en matière de gestion financière, en matière de gestion bancaire. Ça, c'est une exigence. C'est une exigence. De plus en plus, je crois que si vous faites le tour des établissements de microfinance, vous trouverez que la plupart des dirigeants respectent ces normes-là. Seulement, bon, maintenant, les diplômes, l'expérience, est-ce que c'est cela qui fait la gestion au quotidien? Ça, c'est un autre problème. Alors, on évoque souvent beaucoup de stratagèmes. On reviendra, Eli, dans cette situation. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de la COBAC. J'ai pu percevoir que dans ce rôle-là,
l'agrément n'était pas donné par la COBAC, elle émettait un avis, et puis c'est le ministère des Finances qui donnait l'agrément. L'autorité multinationale. Mais on a parfois une ambiguïté dans la perception du rôle de la COBAC. Vous qui êtes un acteur du secteur bancaire, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le rôle de la COBAC est bien perçu et que la COBAC joue exactement le rôle qu'on attend d'elle? Le rôle de la COBAC est défini par des textes. La COBAC suit au quotidien le fonctionnement des établissements financiers. La COBAC, dans sa conception, devrait jouer un rôle déterminant. Mais maintenant, dans son fonctionnement, nous relevons un certain nombre de manquements. C'est justement dans le cas de Cofines. Lesquels prioritairement? Je vous donne un exemple. Cofines a été mis sous administration provisoire en décembre 2007 pour des faits, qu'on pourrait dire, des faits, sans grande importance. Cofines est la structure qui a fait venir Western Union au Cameroun. Pour les compensations, il avait été demandé donc que Cofines ait un compte bancaire en Occident, donc précisément à Monaco pour les compensations. Alors, la COBAC dit non, une microfinance ne devrait pas avoir un compte bancaire à l'étranger, il faut rapatrier les fonds. On dit qu'il faut restructurer. Au moment où la COBAC venait à la Cofines, il y avait exactement 13 milliards 500 millions de francs liquides dans la trésorerie de la Cofines. C'est l'actionnaire qui parle. Non, je n'ai pas fini, je vous dis. Et nous avions des recettes certaines de 2 milliards de francs venant des commissions de Western Union. On nous demande par la suite de recapitaliser. En 2009, nous tombons d'accord que nous allons recapitaliser pendant 3 ans et il fallait que les actionnaires réunissent 2 milliards en 3 ans. Ça veut dire 500 millions à peu près par an. Nous avons réuni pour la première année 1 milliard 129 millions de francs CFA. Et le 16 octobre 2009, la COBAC, le représentant de la COBAC, qui était donc l'administrateur provisoire, a convoqué une assemblée générale mixte au cours de laquelle les actionnaires ont mis en place tous les organes sociaux. Nous avons envoyé donc les dossiers au ministère des Finances, donc à l'autorité monétaire, pour les agréments individuels, personnels des dirigeants. Mais à notre grande surprise, la COBAC désigne à nouveau un administrateur provisoire. Alors on s'en tient d'abord à ça. On reviendra peut-être sur un ou deux détails. Il n'y a pas que le cas de Cofinex. On a des administrations provisoires, par exemple, comme celle de la CBC, qui reste quand même assez problématique sur le plan de la visibilité. Cela dure quand même depuis longtemps. D'aucuns évoquent peut-être des relents politiques. Mais je voudrais avec vous, Elie, qu'on s'intéresse un peu à cette démarche qui voudrait quand même que des structures financières, comme le cas de la Cofinex, on a eu le cas d'Amity Bank, on a eu GBF, arrivent quand même à une liquidation. Vous, le spécialiste des questions économiques et financières, l'option d'une liquidation, à quel niveau devrait-elle intervenir? Bon, souvent c'est difficile. En fait, l'option d'une liquidation, c'est quand on regarde que cette institution est en danger ou est mal gérée. Mais le problème au Cameroun est que, et c'est là le problème, où je suis d'accord avec tout ce que M. est en train de dire, mais j'ai une petite une certaine réserve avec le problème des ministères des Finances. Le problème du ministère des Finances, en ce qui concerne par exemple les microfinances, les agréments, oui, tout le monde doit avoir peut-être un diplôme ou une expérience. Souvent, il y a beaucoup de complaisance. Et que la COBAC, qui est un organe gendarme de la bourse ou gendarme des banques, se réfère toujours à les recommandations du ministère des Finances, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qui fait que la COBAC n'est pas souvent honnête, n'est pas souvent juste dans les décisions qu'il prend. Vous ne croyez pas à l'indépendance de la COBAC? Je ne crois pas à l'indépendance de la COBAC parce que, comme la COBAC se base sur les recommandations qui viennent du ministère des L'autorité monétaire nationale, si la tête de M. Messoana ne plaît pas à quelqu'un au ministère des Finances ou le ministre ne l'aime pas, ou le ministre a une acquaintance avec une autre institution financière nationale. Vous pensez que les cas comme ceux de la Cofinex, GBF, CBC, Amity Bank, vous pensez que on pourrait prendre ça dans ces cas-là? Oui, il y a un cas politique. Je vous donne un exemple. J'oublie le nom de ce ministre. Il a même dit
que quand vous regardez par exemple l'actionnariat de Cofinex, il a dit les noms, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de Camdem, il y a beaucoup de... C'était le 24 février 2011. Il a dit à Haute Télévision que c'est une affaire d'une tribu qui ont bouffé l'argent de leurs frères. Et voilà donc ce Monsieur Messoane, juste pour rappel, vous n'êtes pas de cette tribu? Non. Ok, d'accord. On va continuer avec Elie Smith. Je vais donc revenir à votre question et que maintenant, est-ce que la COBAC joue un rôle comme gendarme? Oui. Mais le problème de la COBAC, elle n'est pas indépendante. Parce que si la COBAC devait être indépendante, si c'est la COBAC directement qui prenait les soumissions pour donner les agréments sans passer par les institutions nationales. Dès lors que ça passe dans les institutions nationales, et sachant que souvent chez nous, on mêle politique à la finance, et on a aussi un brin de tribalisme, donc on peut décider que, bon, M. Messoane, lui, il est par exemple de l'opposition, ou il est d'une région qu'on estime qu'ils ont une... Elle en fait un peu trop. Mais alors vous évoquez le rôle parfois trouble de la COBAC, ou bien la difficulté à percevoir son indépendance. Il y a quand même que dans le cas de GBF, il faut quand même se rappeler que dans une liste publiée par le ministère des Finances en juillet 2013, 33 microfinances ont été déclarées out de fonctionnement, n'est-ce pas, sur le territoire national. Et parmi ces 33 microfinances, on avait le cas de Cofinex déjà pendant depuis 2010, le cas de GBF, de microfinances. Mais la curiosité ici, c'est que l'objet de la cessation d'activité de ces deux microfinances n'a pas été précisé comme les autres. Alors, comment la COBAC... Et même l'autorité qui a retiré alors, comment la COBAC, dans ce cas de figure, si vous dites que la COBAC forcément n'est pas indépendante et ne peut pas prendre de décision, comment en est-on arrivé à un cas comme celui-là où la COBAC, finalement, a empêché ces institutions de fonctionner? Exactement, c'est là où vous voyez qu'elle n'est pas indépendante et elle n'est pas honnête. Par exemple, quels sont les critères d'ouvrir une banque que la COBAC elle-même a établis? Par exemple, si la Cofinex avait déjà 13 milliards en liquidité dans leur trésorerie, ça ne devait pas être, elle ne devait pas être sujet à une administration ou même mettre ou administration provisoire parce qu'elle avait déjà 3 milliards de plus que les recommandations de la COBAC qui demandent aux banques classiques, dont les banques comme par exemple Amity, Ecobank ou quoi doivent avoir... Ecofinance en ce moment n'en était pas encore une. N'était même pas une banque, elle était une microfinance qui a qui est deuxième catégorie, qui a un autre standard qu'on demande et dont la Cofinex respectait déjà les normes de devenir une banque classique. Et c'est là où vous voyez que COBAC n'est pas indépendante parce qu'elle était indépendante après vérification. Quelles qu'en soient les recommandations du ministère des Finances, elle devait dire non, selon nos règles, Cofinex a 13 milliards, donc elle respecte largement ce que nous voulions, donc nous ne respectons pas vos recommandations. Ça, c'est ce que je pense. Alors, mon cher Messoane, bon, écoutez, vous dites qu'il y avait des liquidités, 13 milliards de disponibles, 2 milliards de bénéfices, de recettes certaines avec votre partenariat Western Union et peut-être une recapitalisation dont vous, les actionnaires, étaient en passe, n'est-ce pas, de mettre en place. Mais on va en toute sincérité vous poser une question. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait concrètement reprocher à Cofinex? Parce que même si on peut comprendre un certain nombre d'arguments, il n'y a jamais de fumée sans feu. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, en toute sincérité, que vous n'avez pas fauté quelque part? Est-ce qu'on n'avait rien à reprocher à Cofinex? On parle d'un certain nombre d'avoirs, des transactions qui ne respectaient pas l'orthodoxie dans les clauses bancaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Camerounais en face qu'il n'y avait rien à reprocher à la gestion de Cofinex? Nous avons la certitude aujourd'hui que Cofinex a été victime d'un complot. La Cour de justice de la CEMAC, qui est donc la cour arbitrale de la sous-région, a établi que les décisions brandies comme venant de la COBAC, sur la base desquelles on a nommé un troisième administrateur provisoire, est arrivé, qu'on a mis Cofinex en liquidation, n'existent pas, n'ont jamais été pris par la COBAC. Le rapport annuel 2010 de l'exercice, le rapport annuel d'activité de l'exercice 2010 de la COBAC est clair, en page 62 et 65. En 2010, la COBAC n'a
retiré l'agrément d'aucun établissement de microfinance au Cameroun, n'a nommé aucun administrateur provisoire au Cameroun. Donc vous pensez vous pensez que c'est une... La police judiciaire du Cameroun, après 7 mois d'enquête, a établi que c'est un faux. Aujourd'hui, d'autres institutions comme la CONAC et le ministère des Finances ont établi que c'est un réseau mafieux. Et le monsieur Zinga, qui est aujourd'hui... Vous parlez de l'administrateur provisoire. Oui, le supposé administrateur provisoire. Non, mais il était officiellement. Non, le document a été établi à la Cour de justice à CEMAC que ce domaine n'existe pas. Mais il a quand même occupé cette fonction, vous n'allez pas le dénier. C'est une usurpation. Mais il a occupé quand même, en attendant que... Je vous assure que ce monsieur il représentait le ministère de l'État du Cameroun à la COBAC. Il représentait l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'à quelques jours de sa retraite, c'est lui qui, au nom du Cameroun, demande qu'on mette Cofines à son administration provisoire. Dès qu'il prend sa retraite... Qu'est-ce qui obligeait les autres membres de la COBAC à accepter cela? Justement, c'est pour ça que... Il y avait peut-être des arguments qui plaidaient pour cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que lors des procès que nous avons engagés à la Cour de justice à CEMAC, la COBAC n'est pas représentée. Et pourquoi? Parce que justement, la COBAC ne s'identifie pas à ces actes-là. Il y a quelques individus. À l'époque, un certain monsieur Ntonsou et Raphaël, qui était secrétaire général adjoint, et un autre monsieur, un certain Azofak Philippe, qui était chef de service juridique adjoint, qui manipulait avec un certain nombre de personnes. Donc, la COBAC, comme institution, ne s'identifie pas aux actes qu'on lui a attribués au niveau de Cofines. Très bien, on reviendra à vous dans un instant. Permettez-moi d'abonder ce sens. Nous avons eu un cas plus grave, c'est que celui qui était à l'époque ministre des Finances, monsieur s'est retrouvé à lui qui est la loi de l'article 24 de règlement COBAC dit que c'est l'autorité qui délivre l'autorité monétaire. Et pour le cas du Cameroun, c'est le ministère des Finances. Qui devait retirer. Oui. Lui, Essimenge, qui n'avait ni nommé Zinga comme liquidateur ni administrateur provisoire, s'est retrouvé au cours d'une réunion avec lui ici au service du gouverneur à Douala pour dire que c'est une affaire de frères qui ont bouffé l'argent des autres. Lorsque nous saisissons la Cour de justice... Mais en ce moment, il était quand même le ministre des Finances. Mais il n'a pris le ministère des Finances, c'est l'autorité monétaire nationale. Il n'a pris aucune décision. Arrivé à N'Djamena, à la Cour de justice, il a lui-même dit qu'il a désigné un avocat, pour le nommer Maître Ngomiogo, qui est arrivé à N'Djamena. On lui a demandé la constitution de l'État du Cameroun. Depuis ce jour, elle ne s'est plus présentée. Parce qu'elle venait au nom de M. Essim Mengue. Plus grave. Au nom du ministre ou bien au nom du ministre? D'accord, on reviendra. Plus grave. Oui. Il y a un détournement de 800 millions de francs. Ça veut dire que Cofines, le jour qu'il ferme, donc le 18 février 2011, Cofines a 5 milliards 400 millions dans différentes banques du Cameroun. Alors, pour que cet argent-là soit viré dans un compte que M. Zinga a ouvert, ils ont écrit une lettre, par exemple, à NFC Bank. NFC Bank demande des justificatifs du statut de M. Zinga comme liquidateur ou administrateur. Il n'a aucun document de la banque. On sort une lettre, un entretien téléphonique qui aurait eu entre le ministre Simengue et le secrétaire général adjoint de la COBAC. Très bien. Alors on va peut-être pas entrer dans ces détails parce que le temps va nous prendre à la gorge. On va revenir à vous. Je voulais vous parler de la COBAC. On va revenir à vous. La COBAC même a avoué que lors d'une mission en 2014, il y a une mission du Fonds monétaire international qui est venue parler des établissements financiers dans la sous-région. On s'est rendu à la triste évidence que la COBAC, avant de partir du Cameroun, parce que maintenant elle est à Libreville, la COBAC a un problème de personnel. Parce que vous voyez, le Cameroun seul a près de 500 établissements de microfinance. Pour toute la sous-région, quand vous arrivez au sein de la COBAC, vous trouverez qu'il y a à peine une dizaine de personnes. Et puis, la COBAC fonctionne avec des fonctionnaires. Oui. Donc, des gens qui n'ont pas... Une indépendance, vous voulez dire? Pas d'indépendance, mais qui n'ont pas l'expérience du secteur privé, de la finance privée. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui échappent à leur perception. Très bien, monsieur Messoane. C'est compris, monsieur Messoane. Mais Georges, Messoane évoque Elie Smith, il évoque la mise sur pied d'une structure mafieuse qui avait pour objectif de mettre à mal le fonctionnement de Cofinex. Alors moi je voudrais qu'on reste quand même, avant de s'intéresser à d'autres cas. On a par exemple le cas GBF. On a toujours la COBAC en activité qui a quand même placé une banque comme la Commercial Bank Cameroun, CBC, sous administration provisoire. On n'a jamais, sauf erreur de ma part, vu une aussi longue administration provisoire. Ça pose des problèmes, ça ne rend pas la sérénité aux épargnants et ça met aussi un peu d'inquiétude dans les actions même et les transactions bancaires avec ce type d'établissement financier.
Mais quand vous observez cette scène, Elie Smith, de votre perception de la problématique autour de ces cas-là, et notamment celui Cofines, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que, à la fois les actionnaires, les gestionnaires de ces établissements financiers, dans ce cas d'espèce, ont aussi des choses pour lesquelles ils devraient se regarder dans un miroir? Oui, naturellement. Je sais qu'ils vont peut-être dire qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils doivent avoir quelque chose. On parle d'un certain nombre de transactions qui se feraient entre actionnaires. On parle d'un certain nombre d'inquiétudes sur des emprunts octroyés sans garantie formelle. C'est quand même des situations sur lesquelles on devrait se pencher aussi dans la gestion. Exactement. Voilà la raison pour laquelle COBAC avait recommandé, il avait fait une certaine recommandation aux institutions financières et bancaires dans la sous-région. Premièrement, avoir des gens qui ont une expérience dans la finance et diplômés de la finance. Et aussi avoir une culture, avoir cette expérience. Par exemple, la COBAC elle-même, elle recommande, mais elle-même n'est pas exemplaire. Parce qu'elle a beaucoup de gens qui travaillent souvent dans les ministères des Finances, dans des pays qui sont membres de la CEMAC. Et on les prend, ils prennent leur culture bancaire ou leur culture de fonctionnariat, ils les transposent là-bas à la COBAC. Et il y a un autre problème, parce qu'on ne va pas être chauvin. Dans le système de recrutement, les nationaux qui ont une petite connaissance et compétence, la plupart viennent du Cameroun et puis du Gabon. D'autres, nous savons un peu, il y a les pays que je ne veux pas citer, on sait comment ça se passe dans le système de recrutement. Ça fait que c'est tout à fait normal que COBAC perd sa crédibilité parce qu'il suffit qu'un administrateur, un dirigeant d'une banque locale, s'il est un peu futé, il les roule tous dans la farine et il met en mal la crédibilité de cette institution. Donc voilà pourquoi la COBAC a besoin d'une réforme. Et ça fait un peu dangereux parce que ça met en mal la sécurité monétaire dans tous les pays individuels et ça met aussi à risque les épargnants du Cameroun, du Gabon et du Congo. Et autre chose, la COBAC doit faire un effort d'être indépendant politiquement. Elle ne doit pas s'allier à la politique parce que le cas du Cameroun, on voit que dans beaucoup des cas où on a nommé les administrateurs, ce n'est pas faute d'une bonne gestion, ce n'est pas manque de liquidité ou de non-respect des standards en termes de capitalisation, c'est simplement que les dirigeants, à un certain moment, n'ont plus une bonne visage politique. Le cas, par exemple, de la banque CBC de M. Yves-Michel Fotso. Mais il faut peut-être reconnaître aussi que parfois ces actionnaires ou ces dirigeants ont peut-être offert le fusil ou alors la balle avec laquelle on leur a tiré dessus. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans le cas de la CBC, on parle quand même d'une absence de fonds de garantie, n'est-ce pas? Dans le cas de Cofinex, on a évoqué aussi un certain nombre de transactions qui n'étaient pas très catholiques. On peut reprocher des choses, mais il faut peut-être reconnaître ça. Oui, bon, vous pouvez peut-être, pour la CBC, reprocher un peu à la CBC, peut-être ce que vous dites, et que j'en doute un peu, mais revenez au cas du Cofinex. Oui, mais même à la CBC, c'est vrai qu'après, il y a une capacité de recapitalisation. Oui, mais vous revenez à la Cofinex que vous avez dit, vous les reprochez de quoi? Une des règles d'une banque, pour que ce soit saine, il faut avoir suffisamment de capital. Mais avant que ce capital ne soit disponible, on a peut-être constaté des transactions qui n'étaient pas dans l'ordre du normal aussi, il faut le reconnaître. Mon cher Georges. Parlant des transactions, il nous a été, lors de cette réunion, appelons ça comme ça, de la COBAC de décembre 2007, on a dit qu'il y avait des prêts octroyés à hauteur de 6 milliards. Oui, un certain nombre d'actionnaires, mais sans garantie. C'est ça la grosse, justement. J'espère que vous n'en avez pas bénéficié. Justement, c'est ça qui fait donc le problème aujourd'hui. Ça veut dire que tous les emprunts, en fait, tous les prêts octroyés par Cofines ont été garantis. Au moment, en décembre 2007, nous avons laissé, les actionnaires ont laissé 501 titres fonciers au titre des garanties. Mais vous ne trouvez pas quand même assez bizarre que la majorité des prêts soient faits aux actionnaires? Non, justement, ce n'est pas les actionnaires. Justement, la preuve, lorsque l'affaire Cofines a éclaté en 2011, on a demandé, le préfet ici a mis certains actionnaires en garde à vue. On s'est rendu compte que tous payaient régulièrement, mensuellement leurs emprunts. C'est pour ça qu'on les a libérés. Et d'ailleurs, pratiquement en 2008, tous avaient, il restait à peine
moins de 100, Mais le problème moins de n'est 140 millions. mais- C'est quoi demander aux actionnaires? C'était moins de 140 Le millions. problème n'est peut-être pas... Le problème Non, le problème n'est peut-être pas au niveau... Revenons un peu Oui. aux relations. Alors, on va y revenir. Le problème dans cette perception n'est peut-être pas au niveau où les actionnaires soient capables mensuellement de payer leurs prêts, mais sur la perception morale Non, et même la capacité à justement, garder le crédit. Le fait que les actionnaires soient majoritairement... Monsieur Zinga a Oui. publié les listes des débiteurs. Oui. On s'est rendu compte que sur la liste qu'il a publiée, il n'y avait pas d'épargne d'actionnaires. Les actionnaires n'étaient pas débiteurs parce que même toute la chimie qu'il a voulu monter pour attribuer aux uns et aux autres des dettes qui n'existaient pas, on s'est rendu compte qu'il y en avait parce que Bon, ils n'étaient peut-être pas débiteurs, mais ils avaient bénéficié des prêts, même s'ils les ont remboursés. Oui, mais si quelqu'un, comme nous étions, les actionnaires sont On également donne des plus épargnants. facilement à un actionnaire que... Qui présente des garanties? Qui présente des garanties? D'accord, des garanties? C'est compris. Alors, Elie Smith, on parle peut-être du cas Cofinex. C'est vrai qu'il a mis beaucoup de familles dans des situations crédibles. Peut-être les actionnaires ont la possibilité de se défendre, comme M. Georges Messoane le fait aussi ici. Mais beaucoup de Camerounais qui ont fait confiance à cette microfinance, qui ont mis leurs avoirs dans cette microfinance, sont aujourd'hui encore aux abois. On s'imagine bien que la situation est complexe. Alors, de votre point de vue, une situation comme celle-là, quelles devraient être les premières options? La responsabilité de l'État, même vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette situation quand même sociale? Oui, d'abord, c'est l'État qui doit être responsable parce que vous avez créé un certain nombre et ce n'est pas la première fois. On a un cas qui a eu lieu au Congo avec un certain Ombeto Brada qui est parti avec 29 milliards des épargnants congolais. Donc, on a le cas de Cofinex aujourd'hui. Je pense que c'est d'abord l'État qui doit être responsable pour peut-être garantir et rembourser, par exemple, voire à hauteur de remboursement des épargnants. Mais de l'autre côté, il faudra qu'on soit strict avec ceux qui gèrent cette banque-là, ces institutions. Il ne faudra plus qu'eux, ils s'échappent un peu comme le cas de Humberto Brada au Congo-Brazzaville et puis aussi le cas des gestionnaires de Cofinex parce qu'il faut que l'État soit dur avec eux, comme on a vu passer. C'est la même chose qui fait passer en 2008 aux États-Unis avec les faillites bancaires dans le monde occidental. À condition que l'État, par quelques entreprises, ne soit pas complice des liquidations programmées. Voilà, mais c'est ça que je dis. Mais dans le cas de Cofinex, quand vous regardez très bien, et même dans les autres administrateurs provisoires qu'on a nommés dans notre banque ici, vous voyez qu'il y a des élans politiques, des règlements de compte. Parce que moi, je me pose la question, le cas de Cofinex, pourquoi une institution de microfinance de deuxième catégorie, si je ne me trompe pas, a une capitalisation au-delà des banques de classe A? Et vous avez quand même le courage de venir nommer un administrateur que, après, quand on fait les enquêtes, on découvre que c'est un faux administrateur. Ça met d'abord en doute la crédibilité de tout un pays. Et c'est ça qui est dangereux parce que pour des problèmes de règlement de compte personnel, vous mettez en péril l'image d'un pays. Quand on découvre ce que M. Georges est en train de dire, quand on regarde de l'extérieur, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est un pays qui n'est pas sérieux. Ça veut dire que tout un gouvernement et tout un plan qu'on est en train de faire. Donc, je pense que le gouvernement doit être sérieux et aussi être sérieux avec ceux qui sont en train de gérer ces institutions financières. Parce que ça n'augure pas aussi bien que quand vous voulez faire des crédits ou des prêts, vous faites ça d'abord aux actionnaires. Si c'est vrai, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a une autre banque ici qui a eu ce problème en Afrique de l'Ouest, Ecobank a eu ce problème où les actionnaires eux-mêmes se sont octroyés majoritairement qui sont débiteurs. Mais dans le cas, il apparaît maintenant que quand on a publié cette liste de soi-disant actionnaires, on a découvert que d'abord, ce n'étaient pas des actionnaires qui étaient sur la liste. Donc, c'est que quand vous voyez qu'il y avait une programmation du gouvernement ou des individus au sein du gouvernement qui voulaient régler le cas de Cofinex parce qu'on avait peut-être peur et ça n'augure pas bien pour l'image du Cameroun. Pour le monde des affaires. Alors, Monsieur Georges Messoane, c'est vrai que vous êtes, on ne vous fera pas un procès de défendre votre chapelle, mais on voudrait quand même qu'au regard, n'est-ce pas, des autres Camerounais qui n'ont peut-être pas ces chances-là, vous défendez vos actions au sein de Cofinex. Il y a des épargnants et des simples et pauvres Camerounais qui ont peut-être à la sueur de leur front, sans avoir autant de capacité que vous, parce que n'est pas actionnaire dans une microfinance qui veut, mais qui peut, donc sans avoir la même possibilité que vous, aujourd'hui sont en train certainement de larmoyer, n'est-ce pas, derrière ces fonds qui n'arrivent toujours pas. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la situation de Cofinex peut trouver une voie de sortie
autant pour vous, les actionnaires, que surtout pour les épargnants. Et quelle serait, d'après votre point de vue, et vous les actionnaires aujourd'hui, cette sortie de crise? Ça, c'est une très bonne question parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous pensons aux millions d'épargnants. Parce que Cofines avait 660 000 épargnants à clients, mais derrière chaque compte, il y avait au moins 200 ou 300 personnes parce que c'était des associations. Donc notre objectif a toujours été de préserver les avoirs des épargnants. Et c'est pour ça que nous battons pour la consolidation de l'agrément de Cofines. Et nous sommes aujourd'hui reconfortés sur le fait que l'État du Cameroun, un certain nombre d'institutions nationales et sous-régionales ont pris position pour nous. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que, à la demande de la plus haute autorité de l'État, la police judiciaire a mené une enquête et a découvert un certain nombre de choses. Il y a quelques jours encore, à la demande de la CONAC, un audit qui a été engagé depuis juillet 2014 par le ministère des Finances, vient de rendre sa copie. Mais où il est établi. Justement, quand même dans sa liste de 33 le ministre, l'actuel ministre des Finances... On ne va pas dire que l'actuel ministre des Finances ne connaissait pas ce dossier. L'actuel ministre... Il était quand même DG d'Afila First Bank l'actuel ministre des Finances a été... comme on dit vulgairement, à lever les mains. C'est trop facile de jouer au Ponce Pilate dans une situation comme celle-là. Non, parce que lui savait que l'affaire est pendante devant les juridictions. Parce que mais pourquoi avoir donc cité Cofines? Non, il n'a pas cité Cofines. Dans la liste des 33 banques, il a dit ministère. Non, GBF, il a mis entre Kobac. Il n'a pas dit... Mais il a quand même interdit de fonctionner. Je vous dis, parce qu'en sa qualité de ministre, en sa qualité de directeur de Afriland, ça crée quand même un peu de flou. Afriland First Bank avait accordé, dans le cadre de la récapitalisation de Cofines, avait accordé un prêt participatif de 3 milliards à Cofines. Afriland First Bank, à travers une de ses structures, avait pris, toujours dans la récapitalisation, des actions à hauteur de 200 millions de francs. Donc, effectivement, lorsque cette liste est sortie, nous avons saisir le ministre des Finances pour qu'il nous dise quelle est la position réelle. Jusque-là, puisque le ministère des Finances n'avait pas... Au ministère des Finances, on n'a pas retrouvé le dossier Cofines jusqu'à ce qu'un audit descende à Cofines de juillet 2014 jusqu'au mois d'octobre 2015. Est-ce que vous ne pensez pas que vous dédouanez un peu l'actuel ministre? Je ne dédouane pas l'actuel ministre. Qui connaît quand même le dossier. Non, je ne dédouane pas. Et qui, même s'il ne le connaissait pas, devrait avoir entendu le rendement médiatique autour de ce dossier. C'est pour ça qu'il a ordonné à ses services de faire l'audit aussi bien sur la gestion parce qu'il faut toujours dire que jusqu'aujourd'hui, nous savons que c'est la COBAC qui est jusqu'aujourd'hui c'est la COBAC qui doit répondre, les 6 États plus la France, qui doivent répondre des avoirs des épargnants de Cofines et de nos fonds de recapitalisation. Parce que les 6 États de la COBAC, de la CEMAC et la France, doivent répondre des avoirs. Je vous dis, le jour de la passation de service entre le directeur, l'ex-directeur qui était M. Camden Michel et M. Bikoko Calvin, il y avait 13 milliards et demi et 2 milliards de recettes certaines chaque année. Venant de Western Union. Okay. Donc, ça veut dire que nous avons laissé une structure liquide qui fonctionnait et quand nous devons la reprendre... Vous avez déjà remboursé vos prêts en tant qu'actionnaire. Oui, c'est pour ça que nous devons la reprendre le 16, la COBAC officiellement. Oui. La COBAC nous avait convoqué à une assemblée générale qui a eu lieu le 16 octobre 2009, au cours de laquelle nous avons tenu la séance, nous avons désigné une nouvelle administration avec M. Camden Guy Bertrand comme directeur général. Qui n'a pas mis l'enfeu. Non, pas qu'il n'a pas mis l'enfeu. Nous avons envoyé son dossier au ministère des Finances pour l'obtention des agréments personnels. Mais maintenant, on nous renvoie Guy Bertrand Camden comme administrateur provisoire qui ne rend pas compte aux actionnaires, mais plutôt à la COBAC. Très bien, c'est compris. Situation très confuse. Et la thématique de cette émission qui faisait voir des zones d'ombre dans les processus de liquidation et de restructuration reste encore sans réponse. Elie Smith, on sort avec vous en quelques 30 secondes. Liquidation, restructuration, administration provisoire, on peut se perdre dans cette terminologie autour de notre secteur bancaire. Les responsabilités ou les missions, très rapidement, à la fois de l'État, du privé, des actionnaires et de la COBAC, devaient se situer à quel point central de votre point de vue? Moi, c'est dans la vérification de la gestion de ces institutions. Je crois que la COBAC doit être honnête
La COBAC doit être indépendante et puis les institutions nationales, dont le ministère des Finances, doit faire un effort de ne pas avoir des relents politiques ou partisans. Et les actionnaires alors? Et les actionnaires aussi doivent être des gens bien, des gens qui sont honnêtes. Ne pas faire trop d'emprunts dans leurs institutions. Ne pas faire d'emprunts, mais au-delà, si un actionnaire a des garanties nécessaires de commenter les nantissements, pourquoi ne pas lui prêter de l'argent? La question est posée et nous, on ne va pas la poser, on va simplement dire que vivement que des solutions autour de ces restructurations, administration provisoire et liquidation soient trouvées, parce que c'est les épargnants qui en souffrent. De nombreux Camerounais sont dans ces situations, CBC, Amity Bank, Cofinex, GBF et j'en passe. Vivement que la sérénité et la crédibilité reviennent autour de nos institutions financières et que l'économie du Cameroun s'en sorte finalement la première gagnante. Madame, merci, monsieur, merci de nous avoir suivis pour cette autre édition du débat sur la chaîne bleue. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. Restez scotchés sur nos programmes.